Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, là, il fait sombre, alors j'ai l'impression que c'est le soir. D'abord, merci de me donner 1 heure pour vous parler. Ça me fait grandement plaisir et en fait, ça répond à un vœu que j'avais formulé lors du Festival de la décroissance où on m'avait donné une demi-heure pour présenter les modèles économiques alternatifs, puis où j'avais dit aux organisateurs et à la salle, ben là, je peux pas faire ça. En une demi-heure, j'y arriverai pas. En 1 heure, ça ne sera pas de la tarte non plus, mais on va pouvoir faire quelque chose ensemble et je suis d'autant plus content de vous avoir entendu d'abord. Parce que vous avez, je pensais rester assis, mais je suis incapable de faire ça. Donc, vous m'avez déjà mis beaucoup de choses sur la table et il y a certaines interventions que j'ai beaucoup aimées. Il y en a une où quelqu'un arrive en disant « ça a été très difficile ce qu'on a fait ensemble, on a trouvé ça compliqué ». Et je sais que, là, je vois des gens qui hochent la tête, je sais que ça doit être le cas de plein d'autres gens. Essayez de penser à la société à venir, à comment elle pourrait fonctionner. On n'a pas beaucoup été habitués à ça. On n'a pas cet angle de pensée-là. Et je vous écoutais sur la question de l'économie, et ça, c'est un autre plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est que je me concentre sur la question économique, comme il y aura une présentation sur les questions plus de système politique par la suite. Je peux, moi, me concentrer sur la question économique. Et j'ai noté tout ce que vous avez dit sur la question économique et vous allez voir que les modèles que je vais vous présenter qui existent reprennent beaucoup de ce que vous avez dit. Mais j'ai aussi noté que comme on est assez porté à le faire, et vous n'êtes pas une exception là-dedans, eh bien, il y a beaucoup de vos propositions qui étaient contre. Donc, par exemple, vous nous disiez, on ne veut pas de spéculation, on ne veut pas de propriété privée, on ne veut pas de salariat, on ne veut pas de prêt à intérêt, on ne veut pas d'entreprise privée, on veut la réduction du temps de travail, donc on veut moins travailler. Bref, il y avait un ensemble de propositions qui se construisaient en réponse au système qu'on connaît. C'est logique. Hein? On est face à quelque chose, on se dit, voici ce qu'on voudrait changer. Mais on a beaucoup de difficultés à se dire, OK, mais comment ça pourrait fonctionner et à quoi ça pourrait ressembler? Les propositions que je vais vous faire aujourd'hui, c'est basé sur des gens qui ont pris ce chemin-là, qui ont décidé d'essayer de bâtir des systèmes, des modèles économiques différents, d'autres options qui ne sont pas du capitalisme. Donc, on va y aller ensemble tranquillement. Je vais faire ça en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter qu'est-ce qui a été fait, quels sont les modèles qui ont existé. Je vais devoir passer chacun des modèles très rapidement, vous le devinez bien, mais je déteste les PowerPoint, j'en ai fait un exceptionnellement pour vous, non pas parce que je vous déteste, mais parce que j'ai beaucoup de références et j'imagine que ce PowerPoint pourra vous être partagé par la suite, mais je voulais les écrire là parce que souvent quand je me mets à lister des noms d'auteurs, ben les gens disent « Ah, je veux prendre des notes et tout ça, puis là, ils ne retiennent pas. » Donc là, je me suis dit, je vais les montrer. Je vais montrer les couvertures de livres, vous allez pouvoir les retrouver par la suite. Et le PowerPoint sera disponible là, pour partage, donc vous pourrez vous y référer ensuite. Ensuite, je vais vous parler rapidement aussi, mais de 5 problèmes que je vois dans ces modèles-là. Et enfin, je vais conclure sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer sur la question des modèles économiques alternatifs. Alors, allons-y, qu'est-ce qui a été fait? J'ai divisé tout ça en périodes. C'est les sciences sociales, ça, qui nous amène à faire ça, là, des grandes catégories, puis essayer de classer tout le monde là-dedans. Donc, c'est toujours relativement mal fait, mais au moins, ça nous donne un peu de repères. Donc, les premiers modèles, c'est des modèles qui sont développés au moment où il existe une autre option que l'économie capitaliste. Donc, il existe une autre option, celle-là, c'est la planification centralisée. Donc, c'est le modèle qui est en place en URSS, qui est en place dans les pays dits socialistes ou du socialisme réellement existant. Donc, pendant cette période-là, quand on a un débat sur le capitalisme est mauvais, ben, il y a une réponse. C'est-à-dire, bien sûr, à côté, il y a la moustache de Staline qui dirige tout et puis qui fait la planification centralisée. Et donc, ça tue un peu le débat sur le modèle capitaliste parce que ce qu'on peut faire, c'est en faire la critique, mais on nous dit toujours, tout de suite, ben d'abord, c'est que vous défendez Cuba ou vous défendez, bon, n'importe quel autre modèle. Mais il y a des gens qui, néanmoins, écrivent des modèles qui ne sont pas la planification centralisée,
deux auteurs en particulier. Vous allez voir que écrire des modèles économiques, c'est beaucoup une affaire de gars, bien malheureusement. C'est moins le cas maintenant, mais surtout au début, c'est beaucoup des gars qui ont fait ça. Je voulais vous parler de Cornelius Castoriadis. Évidemment, petite parenthèse, évidemment, plein de gens, pendant les périodes que je vais vous présenter, souhaitent qu'il y ait des modèles différents. Et plein de gens écrivent plein de livres où ils prennent les 10 dernières pages, après avoir fait une critique dans le détail de tout le système capitaliste, ils prennent les 10 dernières pages pour nous dire « Ah, ce serait vraiment le fun si on faisait autre chose, ça pourrait ressembler à peu près à ça », puis ils finissent leur livre comme ça. Les auteurs dont je vous parle font un effort un peu plus substantiel de décrire en détail, institution par institution, qu'est-ce que ça pourrait, de quoi ça pourrait avoir l'air. Vous voyez que je me suis abstenu aujourd'hui de faire une chose, c'est de rentrer dans la même logique, c'est-à-dire que je ne vous ferai pas la description de pourquoi le système capitaliste c'est de la merde. Vous avez à peu près 300 ans d'écrits là-dessus que vous pouvez consulter allègrement. De Marx à aujourd'hui, il y a une variété d'auteurs qui se sont amusés à faire ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ça. Par contre, ces auteurs-là, on les connaît moins. C'est ceux que je voulais vous faire découvrir. Castoriadis, donc. 1950 à 1962, Castoriadis écrit 4 propositions de quoi pourrait avoir l'air une société autogérée et une société contrôlée par les milieux de travail. Donc, il a une vision, donc c'est une vision assez ouvriériste. Hein. On est au tournant, à la sortie de la guerre, on est encore dans une logique où là où va se passer la transformation sociale, c'est sur les lieux de travail. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, les lieux de travail ne sont pas importants, mais disons que c'est encore plus marqué à cette période-là. Et la proposition de Castoriadis et de la revue dans laquelle il écrit à ce moment-là, il écrit toutes ces propositions-là sous nom d'emprunt, et il écrit dans une revue inconnue à l'époque, mais qui a une certaine popularité aujourd'hui, Socialisme ou Barbarie. Et dans cette revue-là, il fait la diffusion d'une vision d'une société qui est, si je peux dire, dans ce premier temps-là, des modèles, disons des modèles des autres options au capitalisme, on a une vision qui est qu'il faut trouver un autre lieu à partir duquel prendre des décisions. Et pour Castoriadis, c'est le lieu du travail. C'est à l'usine, c'est en collectivité qu'on va pouvoir dire voici ce qu'on produit, voici comment on devrait le produire, et toutes les décisions vont partir de là. C'est à partir du lieu du travail, donc dans un petit bureau, dans une petite usine, dans un atelier, on prend nos décisions, on élit des délégués et il y a des cercles concentriques jusqu'à une grande fédération où on prend collectivement des décisions. Donc c'est une vision, disons, qui fonctionne par logique concentrique. Et cette vision-là donne aussi naissance à un gouvernement des conseils. C'est une vision conseilliste, inspirée notamment des conseillistes des années 30 et des années 40. Il nous fait toute une proposition politique aussi, je ne m'étendrai pas là-dessus, où on prend des décisions à des hauts niveaux sur les grands courants de l'économie, quel va être le taux de croissance, à quoi on va consacrer, quel va être le niveau de consommation. Donc, on prend ces décisions-là. Ils sont ratifiés collectivement, donc pas de façon, pas chacun chez soi, mais on fait une décision en tant que société, sont ratifiés par référendum, et après ça, chacun applique ces décisions collectives-là dans son milieu de travail. Donc ça, c'est très rapidement, je vous ai prévenu que ce serait rapide, c'est la proposition de départ de Castoriadis qui tranche très nettement avec la proposition stalinienne. Hein. Elle se construit face à face avec la proposition de l'URSS. On continue avec un autre qui va trancher avec l'URSS, c'est le moins qu'on puisse dire. Murray Bookchin, donc écrivain anarchiste américain, qui va se dire anarchiste au début de sa vie, qui va renier le terme à la fin de sa vie. C'est un personnage passablement colérique et avec une humeur particulière, mais il va donc évoluer tout au long de sa vie. Dans 3 ouvrages que je vous ai mis là, il décrit ce qu'il appelle le municipalisme libertaire. Je vous présente rapidement les 3 ouvrages, donc Urbanization Without Cities, The Ecology of Freedom. Ces 2-là n'ont pas été traduits encore en français.
Et Éco-société a traduit une société à refaire. Si vous voulez vous introduire à la pensée de Murray Bookchin, c'est un bon passage pour bien le connaître. Surtout que c'est vraiment axé sur sa vision de ce que devrait être la société. Murray Bookchin prend le contre-pied, d'une certaine façon, de Castoriadis, sans probablement le connaître. Rien ne nous dit qu'il l'ait lu ou rien ne l'indique dans ses écrits. En tout cas, moi, je ne l'ai pas remarqué. Il nous dit que tout doit partir de la ville. Et ici, la ville, chez Castoriadis, ce n'est pas tellement l'agglomération urbaine comme ce qu'on connaît à Montréal aujourd'hui. La ville, c'est la cité, c'est l'image de la cité grecque, c'est de ça dont il s'inspire. C'est l'endroit où nous sommes à la fois des gens qui habitons un lieu, et des gens qui prenons des décisions politiques. Il dit que c'est sur l'habitat, sur le fait d'habiter en commun, qu'on doit baser notre prise de décision. Vous voyez là une position bien différente de celle de Castoriadis, qui dit que c'est là où on travaille qu'on doit prendre des décisions. Eh bien, Bookchin, qui écrit des années 60, milieu des années 60, jusqu'à la fin des années 90, donc c'est un travail qui s'étend sur très longtemps. Castoriadis aussi, ça s'étend sur plusieurs années, mais les écrits dont je vous parlais s'arrêtent à peu près au début des années 60. Bookchin, donc, va nous proposer une vision où nous nous rassemblons en assemblée citoyenne, et là, ça ressemble peut-être un peu à ce que Hélène nous présentait tantôt, donc des petites assemblées, 100, 200, 400, peut-être 500 personnes, qui prennent des décisions en commun sur ce qu'ils ont à prendre comme décision politique. J'avance pas plus là-dessus, mais aussi sur les décisions économiques. Et là, pour Bookchin, il franchit le pas et dit l'économie en soi, ça n'existe pas vraiment, c'est toujours de la politique. L'économie, c'est toujours de la prise de décision collective, mais qu'on a individualisée, qu'on a répartie par des gens. Le capitalisme fait ça, il nous renvoie à nous prendre des décisions collectives, mais sur une base individuelle. Il dit qu'il faut mettre fin à ça et prendre des décisions sur une base collective au sein de l'Assemblée où on est face à face, parce que pour Bookchin, la seule démocratie qui vaille, c'est la démocratie directe, la démocratie de la discussion face à face. Et là-dessus, il va passer sa vie à faire la défense de cette vision démocratique-là, notamment, bon, une de ses dernières tentatives d'œuvre, il y a toujours des grands projets un peu mastodontes, Bookchin. Il fait une histoire de tous les modes de gouvernement du peuple, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, en 4 volumes. Ça s'appelle The Third Revolution. Et il passe à travers tous les exemples historiques pour montrer qu'on s'est déjà organisé comme ça, c'est facile, on peut le faire. Et donc, sa vision, le municipalisme libertaire, est une vision qui est fondée là-dessus, qui moralise l'économie et qui est fondée sur une affirmation fondamentale, c'est le fait que la rareté n'existe pas. Donc, nous sommes dans une société post-rareté. Grâce aux avancées technologiques, et là, il écrit ça, Post-Scarcity Anarchism, je pense que c'est écrit dans le milieu des années 60, il nous écrit dès ce moment-là, il dit, les avancées technologiques qu'on a faites, elles nous permettent de combler les besoins de tout le monde. Il n'y a pas de véritable rareté. Il n'y a que l'incapacité de notre système à différencier ce qui sont des besoins et ce qui sont des désirs. On confond les deux et ainsi on crée de la rareté. Mais dans les faits, on n'est pas dans un système de rareté. On a en masse pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et tout ce qu'on a à faire, c'est s'organiser collectivement, décider quels sont les besoins qu'on veut remplir, et il n'y aura pas de problème pour les remplir. Et donc, le mode de répartition, alors que chez Castoriadis, il y a encore un marché, il y a encore des échanges, bien qu'ils soient fortement démocratisés, il y a encore de l'argent, des échanges marchands, etc. Chez Bookchin, on fonctionne complètement autrement. C'est plutôt ce qu'on appellerait, peut-être que c'est une vision un peu péjorative, mais la prise sur le tas. C'est-à-dire qu'on fait, tout le monde, on produit, il y a un gros tas de notre production, puis quand vous avez besoin de quelque chose, bien, vous allez le prendre, et voilà tout. On essaie de produire et de planifier en fonction de ce que tout le monde a besoin, et quand vous en avez besoin, vous le prenez,
et c'est tout, pas besoin de grands systèmes complexes d'allocation et d'échange. Cette vision de Bookchin lui vaudra une série de critiques sur la faisabilité, la potentielle capacité de réalisation de son modèle. On pourra en parler plus tard, je reviendrai dans mes critiques, mais c'est une des choses sur laquelle il y aura des critiques. On pense pas, ça bouge tout seul. Donc, l'URSS s'effondre au tournant des années 90. C'est le moment d'une transformation des visions de modèles alternatifs. Entendez-moi bien. Pendant toute la période que je viens de décrire, là, si je vous ai juste donné 2 auteurs, c'est pas parce qu'il y en a une marée d'autres qui font plein de modèles et de propositions, c'est plutôt rare. Dans les années 90, il y a un sursaut où sont produits une série de petits modèles, je vais vous les montrer un après l'autre, mais encore là, c'est complètement à la marge du débat, même du débat chez ceux qui sont critiques du capitalisme. Parce que dans toute la pensée critique, et mon but n'est vraiment pas de faire cette démonstration-là aujourd'hui, mais peut-être en période de questions, si ça vous intéresse, on pourra en parler, toute la pensée critique s'inscrit depuis au moins 200 ans sur la base de « il ne faut pas aller vers l'utopie, il faut aller vers la critique du capitalisme ». Donc, il y a très très peu de gens qui se risquent à aller dans le détail et à bâtir des modèles économiques parce que c'est très mal vu, même du point de vue critique, et évidemment, du point de vue de ceux qui adhèrent au capitalisme, vous devinez que ce n'est pas très bien reçu non plus. Donc, à la fin de l'URSS, il y a un sursaut parce qu'il y a comme un vacuum, hein, il y a un petit vide qui se fait parce que l'alternative avec un grand A, l'autre option, vient de s'effondrer. Donc, on se dit, on pourrait peut-être proposer autre chose. Je vais vous présenter 4 auteurs qui s'amusent là-dessus, si ça peut marcher. Voilà. Pat Devine, Fikret Adhanom, d'abord. C'est Pat Devine qui est le premier des 2 auteurs. Fikret va se joindre à lui ensuite. Devine écrit en 1988 cet ouvrage que vous voyez là, Democracy and Economic Planning, parce qu'il y a à ce moment-là une grosse discussion sur le sens du socialisme et à quel point la notion de socialisme doit inclure des propositions de marché. Il lui dit « Non, on n'a pas besoin du marché pour penser l'économie » et il écrit ce bouquin pour faire cette démonstration. La proposition de Pat Devine est relativement simple. Il dit « On peut faire usage d'une certaine forme de marché, c'est-à-dire une forme de marché pour l'échange. » Quand vous dites « Bon, oui, j'ai de l'argent, je veux échanger tel bien ou obtenir tel autre », il dit « le marché est assez pratique pour faire ça parce que avec une monnaie, vous avez la capacité de pouvoir échanger un bien contre un autre bien que vous n'avez pas, même si le bien que vous avez ne convient pas nécessairement à celui avec qui vous voulez échanger. La monnaie vous sert de bon outil. Mais plus encore, les marchés permettent rapidement de savoir qui veut quoi dans la société, qui a besoin de quelque chose. Donc, il dit, pour ça, les marchés, ça va bien. Il dit, par contre, les marchés posent un énorme problème quand il est temps de faire de l'investissement. Quand les marchés sont ce que lui appelle les market forces, c'est un autre texte qui n'a pas été traduit, quand les marchés deviennent une force économique qui dit on va investir plus dans ceci que dans cela parce que ça apporte plus de rendement. Donc il dit, là, les marchés sont en train de prendre la place de la décision collective. Parce qu'on voit des possibilités de rentabilisation et de valorisation, on dit on va prendre cette décision-là. Mais ce n'est pas sur ça qu'on doit baser comment on prend des décisions collectives. Et c'est donc cette première division et son premier apport. Le deuxième apport de cet ouvrage-là est de nous dire, en fait, il faut prendre des décisions collectives sur la base de ceux et celles qui sont affectés par ces décisions. Donc, au lieu de nous proposer une direction de la société par les collectifs de travailleurs et travailleuses dans les milieux de travail, etc., comme le faisait Castoriadis, il dit, pour autogérer au quotidien les milieux de travail, c'est parfait, on peut très bien fonctionner comme ça, mais pour prendre la décision sur ce que font les milieux de travail, il faut que les collectifs autogérés soient dirigés par ce que nous on appellerait, admettons que je vais vite, par des conseils d'administration, par des organismes qui les gèrent,
qui sont composés de gens qui viennent de tous les secteurs affectés par cette entreprise. Je vous donne un exemple. Vous avez une serre agricole qui fait des tomates. Allons sur des choses simples. Vous avez donc cette serre, vous participez, vous comme travailleur, à faire cette culture de tomates. Bien, sur le quotidien, vous organisez vos horaires, votre travail, comme vous le voulez, en collaboration avec les gens qui travaillent avec vous. Mais, quand il est temps de dire combien on fait de tomates cette année, quand il est temps de dire quels pesticides on utilise ou on n'utilise pas quand on fait cette production de tomates, quelle terre on va chercher, quels outils on va aller faire, bon, toutes les questions qui ont plus d'importance pour le devenir de votre entreprise. Mais là, il n'y a pas seulement vous qui prenez la décision, mais des groupes de consommateurs, des groupes de consommateurs d'aliments, etc., d'autres, les gens qui vous fournissent les intrants et les gens qui achètent des extrants de votre production, donc par exemple les producteurs de tel ou tel matériau dont vous avez besoin, etc., et tous les voisins qui peuvent être affectés par votre production et la pollution, peut-être, qu'elle va émettre. Donc, vous avez autour de vous tous ces gens-là. Ce qui, moi, quand j'ai lu ça, alors que ça date d'il y a quelques années, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, voilà qui ressemble à comment, dans une certaine mesure, le monde associatif, notamment les groupes communautaires au Québec, se sont organisés sur leur conseil d'administration pour avoir une représentation relativement diverse des endroits où ils sont. Donc, j'ai vu des liens, on pourra en parler plus en détail ensuite, mais il y a ici une volonté de dire, c'est ces gens-là, c'est en collaboration entre tous ceux qui sont affectés qu'on prend des décisions économiques plutôt que de laisser les forces du marché le faire. Évidemment, lui parle aussi de, une fois que c'est pris au niveau local, il faut de la représentation à d'autres niveaux. Il fait un modèle fédératif de la même façon que le faisait Castoriadis, de la même façon que le fait Bookchin. Tout ce monde-là fonctionne selon une logique confédérale, mais je laisserai à tous les débats sur les systèmes politiques plus tard cette réflexion-là. Donc, vous avez ici un premier modèle qui s'appelle, que Pat Devine appelle d'un nom qui me semble assez peu séduisant, mais de la négociation coordonnée. Donc, il pense que c'est grâce à l'idée de négociation entre parties prenantes qu'on va être capable de faire une gestion de l'économie et qu'à ça doit s'ajouter un marché, mais un marché, comme vous voyez, extrêmement contraint, qui est en fait simplement une occasion d'expression des goûts et des besoins des consommateurs par un modèle économique, mais qui n'est plus une source d'investissement. On continue. Michael Albert, Robin Hanold, qui écrivent en 91, donc quelques 2 ans à peine plus tard après Pat Devine, ils écrivent les 2 premiers livres que vous voyez là, The Political Economy of Participatory Economics, puis Looking Forward. Eux, ils vont travailler sur leur modèle jusqu'à aujourd'hui. Les 2 sont encore vivants et publient encore. Vous avez là 2 exemples de bouquins qu'ils ont tous les 2 publiés. Ils s'aimaient bien à l'époque où ils ont publié ces 2 premiers livres-là, mais maintenant ils ne se parlent plus, paraît-il. Donc, ils publient séparément. Donc, vous avez deux livres qu'ils ont publiés séparément. Far Econ, c'est un livre de Michael Albert, et Economic Justice and Democracy, c'est un livre de Robin Hanold. Donc, vous avez là 2 auteurs qui pense un système qui s'ancre lui aussi, comme Murray Bookchin, mais de façon très très différente dans ses propositions, dans la tradition libertaire. Ce modèle-là est extrêmement détaillé. C'est probablement ceux qui ont le plus travaillé au détail de leur proposition. Ils continuent à la détailler, à l'approfondir chacun de leur côté. En gros, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir qu'il y a un élément de synthèse un peu dans tout ça. D'un côté, vous avez des conseils de consommateurs, donc des gens qui se réunissent du plus petit niveau jusqu'au plus haut. Là aussi, c'est un principe fédératif dans lequel vous avez des éléments de gens donc, qui sont dans des petites communautés, qui envoient des gens dans des plus grandes, etc., etc. Mais dès la plus petite communauté, on fait des prises de décision sur la consommation collectivement. On se dit, nous, dans notre quartier, on veut un parc où on veut avoir des lampadaires. Bon, ben alors on prend la décision ensemble, on voit les coûts que ça représente, et de l'autre côté, il y a des conseils de production. Donc, il y a des conseils de consommation d'un bord, les conseils de production. Vous êtes sur votre milieu de travail, vous vous dites,
bon, ben nous, cette année, je ne sais pas, vous faites de la production de frigidaires. Bon, formidable. Cette année, on a comme objectif de ralentir un peu, on veut moins travailler, on veut produire, je ne sais pas moi, 50 frigidaires cette année, alors qu'on avait l'habitude d'en produire 65. Je prends des chiffres complètement au hasard et des questions et des produits, là, tout ça est purement imaginaire. Donc, on en avait 65, on veut descendre à 50. Il se passe alors ce que Michael Albert, Robin Hahnel ont nommé la planification démocratique, c'est-à-dire la planification par proposition et itération. Tous les milieux de travail, tous les cercles de consommateurs font le même exercice que je viens de vous décrire là. Dire ce qu'ils veulent faire comme travailleurs et travailleuses et ce qu'ils veulent faire comme consommateurs et consommatrices. Vous comprenez que chaque être humain fait partie de deux conseils à un moment de sa vie ou fait partie d'un seul aussi quand il ne travaille plus ou quand il ne travaille pas encore dans un autre moment. Donc, tout le monde remplit cette volonté-là et il y a ensuite un calcul qui est fait pour voir le coût social de production de chacun des biens qu'on veut produire et un prix indicatif est produit. Donc, vous voyez ici une proposition qui émerge de la base, qui génère un prix indicatif, où tout le monde peut dire « Oh, si c'est ça qu'on a à produire, à tel coût, moi, ça va me demander de travailler plus d'heures pour pouvoir atteindre ma consommation, donc je vais changer. Soit je vais dire du côté de la production que je veux travailler davantage, soit je vais dire du côté de la consommation que je veux travailler moins. » Et ainsi de suite, on modifie chaque itération de proposition et on la renvoie. Et ce que nous disent Albert et Hahnel, c'est qu'après les tests qu'ils ont faits et en laboratoire et avec des organismes, en 5 ou 6 itérations de cette planification démocratique, on arrive à une planification qui atteint un optimum de Pareto. Ça, c'est du langage économiste, là, mais c'est pour dire qu'on utilise le mieux les ressources en fonction des besoins. Mettons que je l'avais très rapidement. Donc, ils disent, on est capable de planifier démocratiquement en étant conscient de ce qu'on veut. Ils ont tout un autre aspect à leur système, et là, je regarde, oui, donc il va falloir que j'aille un peu vite. Ils ont tout un autre aspect à leur système qui est le mode de rémunération. Ils proposent une rémunération non plus à la participation au output, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes rémunéré en fonction de votre participation à la rentabilité de votre activité économique. On vous donne plus d'argent si votre activité économique est plus rentable, etc. En fait, ce n'est pas vraiment vrai, mais passons. Ce qu'eux proposent, c'est que vous soyez désormais rémunéré en fonction de l'effort et du sacrifice. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est ce qu'on peut avoir de commun et qui est facile à mettre sur un même pied d'égalité, c'est l'effort qu'on fait au travail. Et à partir de ça, on peut déterminer comment les gens sont rémunérés. Et ça ne présuppose ni une loterie d'héritage ou du fait que vous ayez davantage de ressources, de capital, etc., qui viennent de vos parents ou qui viennent de votre situation particulière, ni de la loterie biologique. Ce n'est pas parce que vous avez plus de talent qu'un autre que vous méritez d'emblée d'être mieux payé. Ils disent le mérite, ce qui amène rémunération, c'est l'effort que vous faites pour la société. En conséquence, c'est sur cette fonction-là qu'on doit vous rémunérer. Et en conséquence, ils disent, par exemple, pour établir, parce que là, la question qui vient naturellement, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on établit qu'est-ce qui fait plus d'efforts et qu'est-ce qui fait plus de sacrifices? Eh bien, la réponse est assez simple. C'est qui décide de ça? C'est les êtres humains. Les humains, il n'y a pas une grande règle cosmique qui dit cette tâche-là demande plus d'efforts ou cette tâche-là demande moins. On va démocratiquement l'établir. Et pour l'établir démocratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque milieu de travail, on détermine qu'est-ce qui demande plus d'efforts comme tâche et qu'est-ce qui demande de moins d'efforts. On peut le faire à majorité, ça se fait très rapidement. Eux proposent une règle de 1 à 20. Tu classes chacune des tâches, tu dis, ça, quand je fais ça, ça me demande 5 d'efforts, l'autre, ça me demande 10, etc., etc. On fait une moyenne de tout ça, et ainsi, à partir de tout le travail de tout le monde pour évaluer l'effort, on a la capacité de développer des moyennes générales dans toute la société et de tarifer de rémunérer l'effort en fonction de l'effort qui est fait et qui est voté par les gens.
Donc, c'est quelque chose qui vient spontanément de nous, ce qui ferait que, par exemple, dans une société qui serait, selon cette logique de l'économie participative, donc moi avant je disais économie participative, mais là on a un collègue qui au Québec, j'ai pas mis son livre, mais il y a un ouvrage publié chez Lux qui fait un résumé de ces propositions qui est intitulé l'économie participative, donc qui est un système participatif, vous pouvez le trouver facilement en bibliothèque. Donc dans cette économie, au lieu qu'un professeur d'université comme moi qui fait un job super facile et relax ait un super bon salaire et que les gens qui ramassent les vidanges à moins 40 l'hiver aient un très mauvais salaire, ben, on inverserait cette proposition parce qu'il y en a un qui demande plus de sacrifices que l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Donc, on a donc une proposition ici très complète sur laquelle je ne peux pas m'étendre éternellement comme on vient de me signaler le temps qu'il me reste. Donc, vous avez là amplement à lire et à découvrir. Si vous vous demandez, mais bon, ils ont tous les deux beaucoup écrit, qu'est-ce que je devrais lire aujourd'hui? Je pense que les deux premiers ouvrages, si vous les trouvez, sont très simples. Ils sont tous d'ailleurs disponibles gratuitement. Les deux ont mis ces ouvrages-là gratuitement sur Internet, donc vous pouvez les trouver très aisément. Mais bien sûr, l'ouvrage Par Econ de Michael Albert est probablement un résumé actuel très valable si vous voulez découvrir cette proposition. 2 ans plus tard encore, en 1993, Paul Cockshott, Alan Cottrell sortent cet ouvrage, le premier livre en rouge ici, Towards a New Socialism. Ici, on est devant 2 ingénieurs informatiques, des informaticiens qui nous disent, depuis des années, on nous dit la planification, c'est impossible, on ne peut pas y arriver parce que ça demande beaucoup trop d'efforts, c'est impossible de planifier l'économie parce qu'il n'y a jamais un cerveau qui va être capable de comprendre toute l'économie. Ils disent que cet argument-là est invalide et insensé avec toute la technologie qu'on a. On est en 93 quand ils écrivent ça. Ils nous disent qu'il n'y a aucun problème, en fait, à concevoir un mode de planification économique avec l'informatique qui est disponible aujourd'hui. Ils en font une démonstration dans cet ouvrage-là, auquel ils ajoutent tout un mode de planification qui est, je vous dirais, intéressant, mais assez proche du modèle de planification centralisée, sauf qu'ils nous disent que c'est démocratique parce que tout le monde va pouvoir y avoir accès, parce qu'on va tous avoir les résultats sur Internet, ils n'existent pas sur Internet à ce moment-là, mais tous les résultats informatiques vont être disponibles. Ils ont modernisé leur proposition au début je pense en 2012, ce deuxième livre, Transition to 21st Century Socialism in the European Union. Cet ouvrage-là modernise un peu la proposition, intègre Internet, une série d'autres questions, mais on reste avec un modèle qui est démocratiquement, à mon avis, pourrait être retravaillé, inspiré notamment par les autres auteurs, mais la démonstration de la possibilité technique de la planification économique est quand même impressionnante et à consulter. J'avance rapidement. En 1996, Takis Fotopoulos, qui lui, étonnamment, a été traduit en français. Je dis étonnamment parce que c'est un ouvrage somme toute assez mineur par rapport à ceux que je viens de vous présenter, mais néanmoins intéressant. Lui écrit un ouvrage qui s'appelle Towards an Integral Democracy, je pense en anglais. Je vous ai amené la version française vers une démocratie générale. C'est une proposition où il essaie de lier à la fois ce qu'il a lu, parce que lui a lu pas mal tout le monde dont je viens de vous parler, il les a lus, il essaie de faire une synthèse de tous ces gens-là, ce qui l'amène comme élément essentiel. Il dit, on ne peut pas penser, et il reprend quelque chose un peu de Bookchin à mon avis, il dit, on ne peut pas penser l'économie de la même façon pour les besoins et pour les désirs. Il dit, bien sûr, on peut faire une économie planifiée pour assurer les besoins à tout le monde, pour dire tout le monde va avoir de quoi manger, tout le monde va avoir de quoi
se loger, etc. Ça, on peut faire quelque chose, on peut le calculer, ça va être relativement rapide, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Mais il dit, après ça, une fois qu'on a réglé ce problème-là, pour ce qui est des désirs, pour ce qui est de ce qu'on veut faire avec l'économie, ben là, on a probablement besoin de quelque chose qui ressemble au marché pour nous permettre de savoir qu'est-ce que les gens veulent et quelles décisions les gens veulent prendre. Donc, il met en place une logique économique duale, si je peux dire, où d'un côté, il est attendu que tout le monde participe à l'effort général pour combler les besoins. Donc, on vous dit, à chaque année, vous avez tant de travail à faire pour que les besoins de tout le monde soient comblés. Et lui, il dit, ça pourrait être assez peu de temps, en fait. Probablement 5 heures semaine, 10 heures semaine, puis on aurait réussi à combler les besoins de tout le monde, mais il faut que tout le monde y participe. On n'a pas le choix de collectiviser ces besoins-là, parce que c'est les besoins qu'on a pour pouvoir survivre. Donc, il faut que tout le monde y participe, et voilà. Et ensuite, il dit, ben, il pourrait y avoir un deuxième système économique auquel on participe si ça nous tente, et qui est celui des désirs. Vous voulez plus que le minimum pour vivre, ce que ça prend pour vivre, puis là, il dit d'emblée que c'est une question politique à partir d'un certain niveau d'établir quel est ce minimum, un peu de la même façon que plusieurs d'entre vous soulevaient la question du revenu minimum garanti. Le revenu minimum garanti, l'établissement de la ligne, est constamment un débat politique. Hein? C'est-à-dire qu'il faut se dire quel est donc ce minimum garanti. Eh bien, Fotopoulos nous dit, une fois qu'on a établi ça, qu'est-ce qu'on fait pour le reste? Il dit, bien, pour le reste, il y a des gens qui veulent travailler un peu plus pour consommer un peu plus. Ils peuvent rentrer dans un deuxième mode économique où ils ont des coupons, des bons de consommation qu'ils échangent et où ils ont accès à une série de biens qui sont en fonction de ce que le marché va nous indiquer. Donc, plus de coupons pour avoir des téléphones cellulaires, je pense, encore un exemple au hasard. Donc, les gens veulent des téléphones cellulaires, ben très bien, il y a des gens qui vont se rassembler pour produire des téléphones cellulaires et qui recevront le produit de ces banques-là parce que les gens en veulent, donc ils travaillent et il y a une compensation pour ça. On répond à un besoin par l'établissement d'un marché. C'est, disons, cette logique duale, l'apport que fait Takis Fotopoulos à cette proposition économique. Je continue d'avancer et là on arrive à une deuxième éclipse. Vous voyez, ça a duré très peu de temps, hein, ce foisonnement de suggestions de 1988 jusqu'à 1996. Et là, on passe à une éclipse qui va durer à peu près 15 ans. Je ne veux pas pointer de doigt envers personne, mais disons que j'ai rassemblé 3 ouvrages qui, me semble-t-il, amènent les arguments qui vont être répétés pendant cette période-là pour dire que ce n'est pas intéressant de penser à des modèles économiques post-capitalistes. Je les présente les 3. Il y en a un qui pourrait vous surprendre. Le premier, c'est Post-Capitalist Politics et Post-Capitalist Politics de J.K. Gibson Graham, qui sont donc 2 autrices très intéressantes et qui nous disent, en fait, pour dire les choses rapidement, le capitalisme est déjà dépassé. Il y a déjà plein d'autres systèmes économiques autour. Ils sont déjà là. On n'a pas besoin de réfléchir pendant des heures à comment ça pourrait fonctionner. On a juste à investir les systèmes qui sont déjà là, à les faire se développer. C'est ce qu'ils vont appeler l'économie communautaire. On a juste à les faire grandir et se développer. Et on va, comme ça, travailler à la sortie du capitalisme. Donc, on a la réflexion utopiste, si je peux dire, envers un système qui serait à venir, est inutile. Je vais de l'autre côté de ma présentation pour parler de John Holloway, auteur célèbre pendant cette période, qui va beaucoup étudier le mouvement zapatiste. Lui va défendre une position, il dit, ben, la transformation sociale, on la fait dans l'action. Donc, le armchair qui s'assoit et qui réfléchit à que devrait être le monde est inutile. On pense en avançant, hein, qui est un des slogans zapatistes, on avance dans la lutte et en même temps on pense à ce qu'on a besoin de faire. Donc on n'a pas besoin encore là de deviser
théoriser longuement et de construire des modèles abstraits. Et enfin, étonnamment, Eric Olin Wright, dans son ouvrage Utopie réelle, très bon ouvrage, tout ça c'est des très bons livres que je vous recommande par ailleurs, dans son ouvrage Utopie réelle, Eric Olin Wright nous dit « Il y a un peu partout dans le monde des modèles très intéressants et penser un système alternatif ne demande pas de l'abstraction, demande juste de les réunir. On a juste à prendre plein de bonnes choses qui se font un peu partout dans le monde. Le budget participatif à Porto Alegre, il nomme, et ça en surprendra peut-être, les fonds de travailleurs au Québec comme un bon exemple de ce qu'on devrait reprendre. Bon, ça se discute, je présume. Donc, il dit, on peut prendre un peu tout ça, on met ça ensemble et on va avoir la société qu'on veut. Le socialisme est d'une certaine façon déjà là, dormant. Donc, vous comprenez que pendant cette période-là, avec ce type de discours qui prévaut, la production de nouveaux modèles est peu généreuse. Mais on vient d'entrer dans une nouvelle période de foisonnement qui commence depuis, je dirais, 2015-2016. J'ai mis quelques exemples de choses qui sont publiées récemment. Je pense que la montée notamment de l'économie écologique a un effet. L'économie écologique arrive, et puis c'est ma collègue Bengi Akbulut qui disait lors d'une conférence à la Grande Transition, elle disait, alors que les néolibéraux nous disaient depuis des années, on ne peut pas planifier l'économie, c'est impossible, vous y arriverez pas intellectuellement, c'est beaucoup trop exigeant. L'économie écologique arrive et vous dit, ben, si vous ne la planifiez pas, l'économie, on va tous mourir. Fait qu'il va bien falloir faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a comme une nouvelle énergie qui est développée. On la voit chez Paul Auerbach, Socialist Optimism, qui est sorti en 2016. Actuel Marx, la revue française, vient de publier un numéro en janvier, La planification aujourd'hui, où il y a quelques articles assez intéressants. Je pense à Isabelle Delannoy aussi, qui est une proposition assez différente de celle que je vous ai faite, qui ne se veut pas une proposition post-capitaliste, mais n'empêche, qui nous propose un ensemble de modèles ou d'idées économiques pour faire les choses autrement dans cet ouvrage qui s'appelle L'économie symbiotique, qui est paru en 2018, je pense, que vous pourrez consulter. Mais je vais vous parler de deux modèles qui ont été développés récemment. Je vais aller voir Sam Gindin, un intellectuel canadien, qui nous a produit un modèle qui s'appelle, dans un article, donc c'est un truc assez court, cet article s'appelle Socialism for Realists, donc le socialisme pour les réalistes, qui a publié ça dans Catalyst. Cette proposition, et ma foi, et je trouve que dans le foisonnement actuel, il y a beaucoup de ça. C'est des propositions très, on peut les appliquer maintenant. On peut transformer les choses immédiatement. Donc, Gindin, dans son cas, nous dit, OK, on a plusieurs bonnes idées, mais il faut prendre des décisions claires. Donc, il réagit notamment à Olin Wright, qui dit, il y a plein de bonnes choses, on pourrait juste toutes les mettre ensemble. Il dit, attention, il y a des choses très précises qu'il faut faire. Il faut faire de la planification, mais pour qu'elle soit démocratique, il faut y aller par niveau. Donc, lui, il parle de layers of planification. Donc, il faut avoir un premier niveau qui planifie pour la planification du quotidien, pour l'économie autour de nous. Un deuxième niveau qui est peut-être plus municipal, pour des plus grandes villes. Un troisième niveau plus régional. Et donc, plusieurs niveaux de participation dans lesquels tout le monde peut venir s'impliquer, mais bien sûr où on a aussi des représentants et des gens qui sont élus et qui ont de la redevabilité, de la responsabilité. Et il nous dit, il faut arrêter de penser que la construction de modèles économiques va être toute propre. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est peut-être aussi nouveau dans la pensée d'aujourd'hui. Ça va être, il nous dit, ça va être messy, pour reprendre le terme anglais. Il dit, les modèles économiques, ils ne seront pas parfaits, ils ne ressembleront pas à des graphiques dans les cours d'économie néoclassique. Il va y avoir des dédoublements, il va y avoir des gens qui font une chose et l'autre, il va y avoir de la perte d'efficacité et tout ça, mais c'est comme ça qu'on va construire, et c'est en démocratisant le plus possible l'économie qui existe déjà
qu'on va parvenir au socialisme, qui est le terme que lui emploie pour désigner des modèles post-capitalistes. Je continue avec une autre proposition, celle-là beaucoup plus substantielle et appuyée sur de l'expérience très réelle. Martha Arnecker, la regrettée Martha Arnecker qui nous a quittés cette année, dans les derniers mois, a publié avec José Bartolomé un ouvrage substantiel, un 300 pages, basé sur deux expériences, ce qui se passe en Inde, au Kerala, et ce qui s'est passé en Inde, au Kerala, et ce qui s'est passé au Venezuela pendant la révolution bolivarienne. Et Martha Arnecker était une actrice de premier plan dans la révolution bolivarienne. Elle était là, elle était à Caracas, elle avait un institut de recherche là-bas, et elle a assisté à la mise en place d'une démocratisation et là il faut faire attention, pas de l'économie au complet, mais de l'implication de l'État dans l'économie. Et c'est un peu sa proposition, elle nous dit, l'État est déjà extrêmement impliqué dans l'économie. Il fait plein d'investissements, il prend plein de décisions, et c'est pas démocratique. C'est beaucoup des gens qui prennent, soit des technocrates, soit des élus, qui prennent toutes les décisions. Elle dit, on peut largement démocratiser ça, et en fait, c'est en démocratisant cette partie-là qu'on va encourager à ce que ça se démocratise plus largement par la suite. Et là, son ouvrage est une démonstration, mais minutieuse, de comment faire. Et il y a des annexes là, où elle vous dit semaine par semaine qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, mais c'est un tracé de ce qu'elle a vu se faire. C'est pas, elle ne l'imagine pas. Là. Elle nous dit, voici la première semaine, on pose telle question, on fait telle assemblée avec tant de gens. Son idée est toute simple. Elle dit, il vous faut des communautés de base de gens qui se connaissent. Donc, 100 à 200 familles. Et ça doit être reconnu par l'État comme un espace de prise de décision valable. Ces gens-là se réunissent, vous les invitez pas sur la base de « venez planifier l'économie, ça va être le fun », vous les invitez sur la base de « venez régler tel problème ». Par exemple, il y a un problème d'alimentation d'électricité. Comment on peut le régler? Bon, ben, on se réunit tout le monde, puis on essaye de voir ensemble comment on pourrait le régler, comment on pourrait investir pour le faire. Et à ce moment-là, on prend des décisions et on reçoit du financement de l'État pour faire ça. Et c'est cette vision de décentralisation. Elle aussi, elle fonctionne selon un système fédératif où, là, après ça, on délègue certains pouvoirs à une entité plus grande, etc., etc. Mais elle dit c'est avec cette logique de décentralisation qu'on va démocratiser et que les gens vont apprendre, parce qu'elle est très claire aussi là-dessus, les gens apprennent la démocratie. Ils apprennent à la découvrir et à l'expérimenter en la faisant. Donc, il ne faut pas compter sur le fait que d'emblée, vous dites on démocratise tout et tout le monde va pouvoir avoir les compétences pour le faire. C'est un processus d'apprentissage et c'est ce que nous proposent Martha Arnecker et José Bartolomé dans cet ouvrage que je vous recommande comme les autres, bien sûr. Donc, il me reste combien de temps là? 10 minutes? 20? Ah, excellent. Ça me rassure. Parce qu'on est juste rendu à la deuxième partie. Donc, quels sont les problèmes de ces modèles? Vous en avez sûrement déjà plein dans votre tête, des problèmes dans les modèles que je vous ai présentés là. Je m'excuse d'emblée de ne pas pouvoir vous les présenter dans le détail, mais vous comprenez qu'au nombre qu'ils sont et au niveau de détail dans lequel chacun des auteurs va, c'est difficile pour moi de vous faire une telle présentation rapidement, mais au moins, vous avez maintenant les références et les textes pour aller faire vos recherches et votre exploration vous-même sur cette question-là. Un premier problème que je vois, c'est la notion même de planification et la notion même de marché dans un contexte de démocratisation. Donc, on a, à mon avis, un problème parce qu'on se base sur un débat qui commence dans les années 10, dans les années 20 du 20e siècle, qui se fonde sur deux modèles non démocratiques. D'un côté, le modèle du marché, qui n'est pas un modèle démocratique de prise de décision économique, et de l'autre côté, la planification centralisée, qui n'est pas non plus un modèle démocratique. Hein. C'est des planificateurs dans un bureau qui disent « voici comment ça va fonctionner » et ensuite les ordres descendent dans le schéma. Donc, on est face à deux conceptions qui mélangent beaucoup de choses.
Parce que quand en termes économiques, quand on veut qualifier le marché et on veut qualifier la planification, on parle de système ex post ou ex ante. Okay? Je vais m'expliquer, c'est du jargon économique, c'est pas très compliqué. Ex post, ça veut dire on fait les choses, on prend des décisions économiques après que les événements économiques se soient passés. Vous avez consommé comme ceci. En conséquence, on va s'adapter à votre consommation et on va vous proposer, vous avez acheté, vous êtes 100 000 à avoir acheté des cornflakes, bien, l'année prochaine, on va produire 100 000 boîtes de cornflakes parce qu'on sait que c'est ça que vous avez acheté cette année. Hein? Je vais rapidement. OK. Sans plus. Donc, le modèle ex-ante fonctionne autrement. Il va vous demander combien de cornflakes vous voulez manger cette année et vous allez tous répondre on veut manger 100 000 boîtes de cornflakes et on va les produire comme ça. Dans les deux cas, il n'y a aucune participation directe des gens qui sont impliqués. En fait, il y a une participation, mais elle n'est jamais réfléchie collectivement. Elle est toujours réfléchie sur une base individuelle. Et à partir du moment où on conscientise l'économie, pour dire ça de même, où on prend le moment pour s'asseoir et penser l'économie, la notion de planification puis la notion de marché, bien que certains des modèles dont je vous parle ressemblent beaucoup à de la planification et d'autres beaucoup à du marché, est plus vraiment valide parce que vous êtes en train, c'est les gens même qui prennent la décision qui sont ceux qui consommeront. Donc, il y a quelque chose qui commence à prendre un autre visage. Par exemple, dans le système de Albert et Arnold, quand on fait une proposition, s'établit un effet de prix. Donc, c'est comme si vous aviez consommé, mais en fait, on le fait virtuellement. On fait comme si, et là, on établit les prix à partir de ça. Est-ce que c'est du marché? Pas vraiment, vous n'avez pas vraiment consommé, donc on ne le fait pas ex post, on ne le fait pas après. Est-ce que c'est de la planification? Ben non, parce que vous avez fait semblant, puis là, vous avez établi les prix, puis vous avez réagi, donc vous vous êtes adapté à la situation. Donc, on perd un peu notre vocabulaire. Et moi, je voudrais diviser ce vocabulaire-là, et je vais m'arrêter là pour ce problème-là, parce que sinon, on va y perdre tout notre temps. Je voudrais diviser ce vocabulaire-là parce qu'il renferme, en fait, trois choses en deux mots. D'abord, il renferme l'approche temporelle. Hein? Ça, c'est évident. Ex post, ex ante, à quel moment on fait la prise de décision économique. Facile. Mais il contient aussi l'aspect géographique. La planification centralisée est centralisée, c'est le moins qu'on peut se dire, est au centre. Hein? C'est un petit groupe au sommet d'une hiérarchie qui prend une décision, puis les périphéries reçoivent les ordres. À l'inverse, ce que prétend l'économie de marché, ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'elle prétend, c'est que c'est les acteurs de façon décentralisée qui prennent les décisions par l'achat, par la consommation, et c'est ça qui modifie les prix. Mais ça ici, c'est différent de la question temporelle. Or, la notion planification-marché confond les deux. Rajoutons un autre aspect, c'est la question des acteurs. Est-ce que c'est les gens qui consomment qui prennent la décision? Est-ce que c'est les gens qui produisent qui prennent la décision? Est-ce que c'est d'autres gens qui se mettent à l'extérieur du système, qui la regardent et qui prennent la décision? Ou c'est tout le monde ensemble qui prend la décision de façon collective? Vous voyez ici, encore là, on a quelque chose que planification et marché ne permettent pas de rendre. Donc, pour comprendre ces systèmes-là et pour en développer de meilleurs, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là si on est dans une perspective démocratique. Je vous parlais de besoin de désir. La plupart des modèles, sauf les deux auxquels j'ai référé, donc Bookchin et Fotopoulos, la plupart des modèles ne font pas de différenciation entre besoin et désir, ce qui pose, à mon avis, une importante question, la question écologique, qui est très peu étudiée dans ces modèles-là, à quelques exceptions. Bookchin est un écologiste fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une certaine paternité même dans le mouvement écologiste dans une certaine mesure. Donc, oui, lui, il pose la question, mais il propose un système économique qui se propose de ne pas être un système économique. C'est très dur de l'intégrer. Et, cependant, tous les autres ont écrit ou bien avant
que la question écologique soit vraiment importante et en tienne tout simplement pas compte, ou ensuite ont comme patenté, ont gossé leur modèle pour rajouter une extension écologique. Par exemple, c'est le cas d'Albert et Arnold, qui crée une taxe selon le modèle pigouvier, c'est-à-dire des pollueurs-payeurs. Donc, ils intègrent ça in fine dans leur modèle, mais ça ne pose jamais la question fondamentale, me semble-t-il, de la limite. Quand est-ce qu'on dit « il y a une limite » ? Et la question « besoin-désir » pose dans une certaine mesure cette question-là aussi. Parce qu'elle dit « il y a des choses qui sont des besoins, on n'a pas le choix, on considère que ça c'est le minimum pour être un être humain digne, puis il y a des choses qui sont des désirs. Ça, on peut les limiter. » Eh bien, si on peut les limiter, comment est-ce que les systèmes économiques post-capitalistes permettraient de les limiter? La question est encore entière. Prix, valeur, argent, c'est là aussi une question assez fondamentale. À part Albert et Arnold qui ont travaillé durement sur la question du prix et qui proposent un système de prix relativement clair, j'ai travaillé un peu sur cette question-là, ben les autres, c'est pas super clair. Ils te disent « Ah, ben c'est facile, ça va être un... » et Albert et Arnold font ça aussi, mais plus en détail. Ils disent « Ça va être un prix établi en fonction des coûts sociaux de production. » Formidable. Au lieu d'être un prix basé sur l'échange, hein, où tu dis ben, « Moi, je veux vendre à tel prix, toi, tu vas acheter à tel prix. » Puis bon, là, vous connaissez là, les graphiques habituels des économistes, là, la demande, l'offre, puis on trouve un peu dans le milieu. Bon, formidable. Au lieu de faire ça, ils disent « Il faut penser à combien ça coûte à la société de produire tel objet ou de produire tel autre, et c'est ça qui doit nous guider dans nos choix économiques. » Super, fort bien. Mais comment on fait ça? Qui le fait? Est-ce que c'est les gens qui produisent qui établissent le prix? Est-ce que c'est des banques centrales, des agences? Qui fait ça? Comment ils les mettent à jour? Comment ils les modifient? Toutes ces questions-là. Et là, après ça, se pose la question de la valeur. Et c'est la question sous-jacente à la question du prix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Est-ce que le coût social de production, par exemple, c'est facile quand on parle du travail humain. Ce bout-là, il est assez simple. On peut dire que ça représente tant d'heures de travail. Très bien, mais quelle est la valeur de tel métaux? Ou quelle est la valeur de tel... Et quelle est sa valeur s'il est en train de s'épuiser, ce métal-là? Ou de telles ressources renouvelables? Et à partir de quand est-ce que sa valeur et son prix doivent augmenter si on l'exploite trop? Bref, toutes ces questions-là restent souvent au mieux éludées et généralement sans réponse. Rapidement, il y a aussi la question de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut comme monnaie? Est-ce qu'on veut une monnaie? La plupart répondent oui. Mais quelle propriété conserve-t-on de la monnaie? Parce que la monnaie, elle a plusieurs propriétés. La monnaie que nous, on connaît. On peut l'accumuler. Est-ce qu'on veut continuer de pouvoir accumuler? Peut-être, mais peut-être jusqu'à, encore là, la question de la limite revient, peut-être jusqu'à une certaine limite. Est-ce qu'on veut pouvoir l'échanger entre nous? Est-ce qu'on veut que ce soit seulement des bons de consommation? Bref, toutes ces questions-là restent abordées de façon assez rapide, comme je vais devoir le faire pour le reste. Vous avez tantôt parlé de la question de la dissidence et de l'inclusion. Hein, quelqu'un qui a soulevé ça. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas embarquer dans le modèle ou qui veulent rester dans l'ancien, ou bon, tout ça. C'est des questions très peu abordées. Et pourtant, on peut présumer que des gens vont être dissidents, ne voudront pas y participer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pense ça? Et comment on pense notre extérieur? Comment on pense cette autre limite qui est la frontière? Comment on pense nos relations avec les autres peuples du monde, avec ceux qui ont des modèles comme le nôtre, avec ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont restés dans le capitalisme, etc. Ça aussi, c'est encore à travailler. Enfin, la question de la transition. Comment se rend-on à ces modèles-là? Vous avez vu que Martin Hartnecker, José Bartholomé, ils sont beaucoup dans qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se rendre dans une transition. Il y en a d'autres qui nous proposent voici le modèle de ce que ça devrait être à la fin. J'ai comme eu l'intuition récemment qu'il y aurait moyen de chronologiser ces modèles, c'est-à-dire de les mettre dans une série d'étapes où on va de premiers changements plus tranquilles jusqu'à des choses plus substantielles. Ce serait à étudier, mais très peu d'entre eux nous disent par où on doit passer pour se rendre là. Et je ne le formule pas comme un reproche, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
les livres ont des limites eux aussi, tu ne peux pas tout dire dans un livre, mais c'est quelque chose qu'il y a à travailler. Je termine en 1 minute sur qu'est-ce qu'on fait. Je suis chercheur dans un centre de recherche. D'abord, sur qu'est-ce qu'on fait, là, entendons-nous une chose. Écrire des modèles post-capitalistes n'est pas une priorité absolue. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres affaires à faire dans la vie. Donc, impliquez-vous, faites de la transformation sociale, impliquez-vous politiquement dans les organisations qui vous semblent les plus pertinentes. C'est là la chose la plus importante à faire, évidemment. Une fois qu'on a dit ça, il y a peut-être des gens qui s'intéressent dans la vie à développer des modèles post-capitalistes, comme c'est mon cas. On n'est pas nombreux, mais ça arrive. Donc, si ça vous intéresse, je fais partie d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Son site web est ici. Et j'ai un projet de recherche qui s'appelle Planification économique démocratique, ça va de soi. Je ne vous lis pas tout ça parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est sur le site web que je viens de vous mentionner, donc innovationsociale.usp.ca/crits. Et vous avez mon courriel ici. Si ça vous intéresse de travailler sur ces choses-là, vous avez du temps à y mettre, c'est pas... Il y a une chose sur laquelle je conclus, si vous voulez travailler sur ces choses-là, il n'est pas nécessaire d'être économiste dans la vie. Dans notre société, les économistes ont remplacé les magiciens. Tout le monde pense que les arcanes de l'économie, c'est un genre de truc complexe qui nous donne accès à un autre niveau de conscience. Cette approche-là de l'économie est une grande façon d'embellificoter tout le monde. Ce n'est pas important que vous ayez des études en économie pour vous occuper d'économie. En fait, ce serait plutôt le fun s'il y avait d'autres mondes que des économistes qui s'occupaient d'économie. Et parce que ça nous concerne tous, puis parce que effectivement, c'est très politique, l'économie. Et donc, si c'est des choses qui vous intéressent, il y a ce projet de recherche. Vous pouvez me contacter. Vous avez mon contact sur Facebook, mon contact email ici. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Et je vous remercie. Des gens me demandent, certains suggèrent que l'économie n'est pas résiliente et qu'elle est sur le point de s'effondrer. Quel est votre avis? Bon. Alors, est-ce que l'économie capitaliste actuelle est sur le point de s'effondrer? Probablement. Qu'est-ce que ça veut dire s'effondrer pour l'économie capitaliste et quelles conséquences ça aura, me semble une question. C'est-à-dire qu'il faut définir l'effondrement dans ce cas-là. Parce que l'économie capitaliste, par exemple, a vécu des crises importantes. Elle les a vécues aux dépens de masses de population qui en ont énormément souffert, mais le système lui-même a perduré. Et si vous regardez un peu les dystopies post-effondrement que produit Hollywood, ce qui nous donne toujours une idée de l'ère du temps en termes idéologiques, vous voyez qu'en fait, les gens pensez à Mad Max, par exemple, qui est une dystopie, en tout cas de mon point de vue. Vous voyez que les modes d'échange, les modes économiques qui sont envisagés ou proposés souvent de façon très superficielle reproduisent en fait le système capitaliste. Donc les gens font encore de l'échange, font encore du travail, il y a encore des notions de salariat, etc. Donc, on est dans une proposition qui reproduit ces systèmes-là. Ils sont dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas très bien, ils sont tout croches, mais c'est encore sur les mêmes bases et sur les mêmes structures de pensée que fonctionne l'économie. Donc, Slavoj Žižek faisait ce clin d'œil en disant, on vit dans puis je pense en fait que c'est une citation de quelqu'un d'autre, mais on vit dans ce monde où il est plus facile de penser l'effondrement et la fin du monde que le changement de système économique. Et le système capitaliste, comme vous le voyez, on est capable de penser que tout s'est détruit autour, mais on va continuer à agir selon les règles du système en place. Donc, le système est potentiellement en train de s'effondrer, mais nous, on n'a pas beaucoup changé nos façons de penser et de s'organiser, et donc on pourrait bien le reproduire, même
pendant et après un effondrement. Mais là, ça veut dire, ça dépend de ce que vous voulez dire. C'est ça par effondrement. Parce que s'il y a absolument plus de ressources, s'il y a absolument plus rien disponible, je me demande ce qu'il va y avoir comme rapports sociaux de toute façon. Donc, évidemment, ça dépend du degré dont vous me parlez. Mais il y a un risque, c'est ce que je veux dire, qu'il y ait effondrement, qu'il n'y ait plus de richesse, qu'il n'y ait plus d'accès à un système ordonné comme celui qu'on a actuellement, et que perdure l'effondrement du système d'échange capitaliste. Donc, c'est une assez mauvaise nouvelle, me semble-t-il, mais je pense que c'est possible. Bon, donc ça, c'était deux questions qui allaient pas mal dans ce sens-là. On veut que je fasse des commentaires au sujet de l'écosocialisme, de la décroissance et des recommandations pour aller plus loin. OK. Donc, l'écosocialisme, ça a été notamment proposé parce que c'est un terme qui revient chez plusieurs, mais il y a eu un manifeste écrit par Michael Lowy et quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe présentement. Non, pas Ian Angus. En tout cas, bref, il y était deux à l'écrire. C'est une proposition d'adaptation du modèle socialiste à la question de la crise environnementale. Je pense que c'est absolument nécessaire de penser, et c'était pour ça que je vous soulignais que c'était un problème des systèmes dont je vous ai parlé, des modèles dont je vous ai parlé. Je pense que c'est absolument nécessaire de penser la question environnementale dans ces systèmes-là. Donc, en ce sens, je suis d'accord avec ces modèles-là. Souvent, cependant, c'est tracé à très très gros traits et c'est basé surtout sur des principes. Et quand je les lis, j'adhère plutôt aux principes qui sont proposés, mais ce que moi je souhaite faire et ce sur quoi je souhaite travailler, c'est d'aller pas mal plus dans le détail. Et là, je reprends un élément que Sam Gindin donnait dans le texte dont je vous ai parlé. Il dit, on est rendu à une étape et on est passé à un moment de notre société où on a besoin de convaincre les gens que oui, c'est possible d'avoir une autre économie pour deux raisons. Premièrement, parce que celle dans laquelle ils sont, pour la plupart au nord, ils la trouvent relativement confortable. Donc, leur dire, on va passer à d'autres choses, il faut quand même les convaincre que ça va marcher. Ils ne sont pas dans une situation de désespoir où ils disent « Ah, n'importe quoi serait bon ». Non, ils ont quelque chose qui fonctionne ou qui pensent qui fonctionne, donc il faut leur proposer autre chose. Et deuxièmement, on a déjà fait ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des révolutions, il y a déjà eu un autre système économique, et il n'était pas si cool que ça. Fait que, si on veut dire on devrait changer, puis on devrait repartir la machine pour transformer le système, il faut convaincre les gens que ce qu'on a à proposer, c'est pas le retour de les drapeaux rouges, puis la moustache de Joseph. Il y a autre chose qu'on a à leur offrir, et que c'est non seulement différent, mais que ça va être mieux. Et pour moi, il faut donc aller un petit peu plus dans le détail que juste dire on va être tellement solidaires, ça va être tellement fun, puis on va partager des choses et tout ça. Et de la même façon, quand je dis sur la décroissance, vous avez entendu Yves-Marie Abraham hier, donc je ne vais pas m'étendre sur la question de la décroissance, elle avait un bien meilleur porte-parole que moi hier ici. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cependant, le rapport complexe que j'ai avec la décroissance, c'est que je suis plutôt un agnostique de la croissance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit faire qui vont effectivement générer de la croissance économique de façon momentanée. Et c'est pas pour moi un problème. Je pense par exemple à la construction de moyens de transport collectif. Ben oui, ça va générer de la croissance économique d'en construire. Mais il va falloir le faire pareil. Donc, mon obsession, non, je ne dis pas qu'ils sont obsédés, ma question à moi, c'est comment on peut réussir à faire une transition, beaucoup plus que devons-nous être, est-ce qu'on doit être contre la croissance? La phase, c'est que c'est une provocation, le mot décroissance au départ. Hein? J'imagine que ça a été dit hier et que vous le savez déjà. Donc, évidemment, ça porte un peu le poids du mot. Et cette insistance sur la croissance, pour moi, c'est évident qu'il faut décrocher le système économique de l'obsession de croissance. Ça, je suis absolument d'accord avec les décroissancistes. La question que je pose, c'est, oui, mais est-ce qu'il faut pour autant se dire décroissance à tout prix? Ça, j'en doute.
Je continue parce qu'on a peu de temps et beaucoup de questions. Ah oui, il y avait des recommandations de lecture. Je trouve que j'ai quand même été généreux en termes de recommandations de lecture. Et je ne veux pas vous enterrer sous une pile de livres, bien que j'ai peut-être un peu donné cette impression-là. Mais néanmoins, c'est vrai, et des noms étaient suggérés comme recommandations de livres, donc je vais les faire au nom de la personne qui l'a écrit. On nous suggère la lecture de Ian Angus et de Éric Pinault. Bien évidemment, c'est deux auteurs tout à fait pertinents à lire. Il y en a quelques autres. Si vous voulez lire sur économie, écologie, moi j'aime bien Bellamy Foster, qui est un auteur assez intéressant, qui a écrit sur le marxisme et l'écologie, notamment un livre qui s'appelle Marx's Ecology, qui est un très bel ouvrage que je vous invite à lire. Mais je continue. Quelqu'un a-t-il jamais envisagé de repenser l'économie en termes de flux d'énergie et de matière afin de ne pas dépasser des limites physiques de la planète? La réponse est oui. Ça s'appelle l'économie écologique. Donc, l'économie écologique, dont j'ai fait une brève mention tantôt, c'est une pensée de l'économie qui est fondée sur la question des flux d'énergie. Qui dit, on devrait penser l'économie et la réalité sociale de l'économie d'abord du point de vue de l'énergie. Et en disant, pour produire une joule d'électricité, par exemple, qu'est-ce qu'on a consommé comme énergie pour se rendre jusque-là? Par exemple, la construction d'un barrage électrique ou le fait de brûler je ne sais trop combien de quantité de pétrole pour se rendre là. Bon, c'est tout un calcul qui se fonde d'abord et avant tout sur la matière. Moi, je pense que c'est extrêmement pertinent et intéressant. Il y a néanmoins une limite. C'est ce qu'il ne faut pas avoir comme réflexe. Je pense qu'il faut tenir compte de l'économie écologique. Je pense qu'il faut travailler avec ça. Ce qu'il ne faut pas s'imaginer, c'est qu'on aurait trouvé là le fondement de la valeur. Hein? Il n'y a pas, ni dans la monnaie, ni dans la joule ou l'énergie, il y a le fondement de la valeur. Le fondement de la valeur, il est construit socialement. C'est nous qui le construisons collectivement. Et ce que moi, je pense qu'il faut faire, c'est conscientiser ce à quoi nous attribuons de la valeur et le faire collectivement. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas agréable, mais il va falloir passer par là pour pouvoir se dire voilà ce qui vaut quelque chose et combien ça vaut relativement à tout le reste. Évidemment, on ne pourra pas le faire, là-dessus je suis en désaccord avec Bookchin, on ne pourra pas faire une assemblée générale continue pour nommer la valeur de chaque chose en commençant par ce crayon bic et en allant sur le reste de l'humanité et le reste des biens et des objets qui existent. Non, on va avoir un problème à un moment donné. Il va falloir un système qui le fait de façon un peu impersonnelle, mais qui néanmoins rend conscient le geste d'attribuer de la valeur. Cela dit, parmi ce qui crée la valeur, je pense qu'on voudra ajouter la question de l'énergie. Donc, c'est cette connexion-là que je ferai, et je pense que ça améliorerait grandement les systèmes dont je vous ai parlé, qu'ils aient une intégration de l'économie écologique, ce qu'aucun de ceux dont je vous ai parlé ne fait, si ma mémoire est bonne. Je continue. Est-ce qu'avant de se poser la question du modèle, on ne devrait pas s'entendre collectivement sur ce qu'est l'économie et à quoi elle doit servir? On peut bien. C'est-à-dire que ça me va. Mais perdons pas trop de temps. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se demander c'est quoi l'économie et à quoi ça sert, mais de toute façon, se poser la question du modèle, c'est aussi se poser cette question-là. Parce que le modèle économique, c'est l'économie. Quand les gens ici disent « j'étudie en économie », ils vous disent « j'étudie en capitalisme ». Oui. C'est ça qu'ils vous disent, sauf à peu près comme 7 écoles à travers le monde. Là. Mais dans tout le reste, là, ils vous disent j'étudie les principes du système économique actuellement dominant. Et j'ai la science de comment il fonctionne théoriquement, ce qui n'est pas comment il fonctionne empiriquement. Mais donc, ils ont cette connaissance-là. Mais admettons qu'on change de système, l'économie, ça va être ce nouveau système-là. Donc, de facto, on va se demander qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, l'économie, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse. Donc, c'est un peu intégré à la question. Mais on peut bien être des bons élèves, puis commencer par la grande question d'abord, puis ensuite aller plus dans le détail. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Toutes les méthodes sont bonnes. Puis de toute façon, ça va être messy
de faire un système économique aussi. Fait qu'il va y avoir plein de gens qui vont écrire, comme c'est déjà le cas, ça foisonne de partout, là, plein de gens écrivent sur comment ça devrait être, et c'est parfait ça. Ce sera pas là, il n'y aura pas la grande réponse qui va être écrite dans les tables de la loi puis qui va nous être livrée. Il va falloir que tout le monde travaille, puis on va se rendre quelque part ensemble en ayant discuté, débattu, et la transition, elle ne sera pas uniforme. Il va y avoir des modèles dans certains pays, il y en a déjà eu d'ailleurs, et les étudier ne serait pas mauvais. Je pense par exemple au modèle yougoslave, qui était loin d'être parfait, mais qui est certainement intéressant pour nous inspirer, puis qui a marché pendant un temps. Le Chili d'Allende, bref, on pourrait y aller rapidement, mais vous voyez ce que je veux dire. Je continue parce que je veux passer à travers tout ce que vous m'avez écrit. Doit-on penser, à faire cohabiter plusieurs modèles économiques plutôt que d'avoir un modèle unique afin de respecter toutes les communautés et les différences culturelles? Bon, c'est un lien formidable avec ce que je disais. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est pas je pense qu'il faut que nous, on se décroche complètement de l'idée des grandes propositions unitaires, finales et tout ça. Surtout en économie, je veux dire, ça va changer tellement, on va essayer quelque chose, on va le modifier, on va le reprendre. Et tout le monde va avoir son modèle particulier. Le Cornelius Castoriadis, dont je vous parlais, la gang de socialisme ou barbarie, ils étaient fascinés par la révolution hongroise de 1956, qui s'est révoltée contre le pouvoir stalinien, et qui revendiquait un socialisme hongrois. Qui disait, on n'est pas contre le socialisme, mais on veut le faire à notre manière, avec notre perspective démocratique. On veut nous décider comment on va produire, puis on n'a rien contre les Russes, mais que les Russes restent chez eux, et que nous, on puisse faire nos affaires, puis on va continuer d'être des socialistes, puis on va être dans le pacte de Varsovie, on ne veut pas passer de l'autre bord, on veut juste décider par nous-mêmes à notre manière. Mais moi, je pense que tous les peuples de la Terre ont ce droit-là, tant sur l'économie que sur la politique. C'est pas, il y a une collectivité politique qui s'assume également à travers l'économie. Donc, évidemment, ces modèles-là seront adaptés, transformés, inventés ailleurs. Ça ne pose pas de problème. Mais encore faut-il en parler. Encore faut-il l'avoir, le débat. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on ne le fait pas. Ben là, on le fait un peu plus. Il y a quelques personnes qui écrivent, mais on n'est pas en train d'avoir ces réflexions-là, et c'est ça qui m'agace. Serait-il possible d'enraciner la monnaie? Et là, je suis content parce qu'on donne un exemple, ce qui va me permettre de répondre à la question, j'espère. Exemple simpliste, planter un arbre ajoute de la monnaie, extraire du pétrole retire de la monnaie. Autrement dit, une carbocurrency. OK. Il y a ici une idée très saine qui veut, je crois, lutter avec la virtualisation du système économique. Hein. Le fait que le système économique, on a l'impression, à juste titre, qu'il est détaché de notre réalité quotidienne. Et on dit on veut le réancrer dans une réalité sensible. Je ferai juste attention à une chose. La monnaie, à partir du moment où on a fait ça hein, par le passé, c'était l'étalon or. Donc, on disait que la monnaie correspondait à une certaine quantité d'or, puis là, les gouvernements devaient posséder une quantité d'or en conséquence de la monnaie qui émettait, etc., etc. C'est un système très complexe et qui n'a pas fonctionné de façon formidable. Je vous inviterais à avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut que la monnaie fasse, plutôt que d'avoir une réflexion sur comment la monnaie peut devenir moins abstraite. À partir du moment où on va savoir on va s'être entendu sur ce qu'on veut que la monnaie fasse, elle va devenir très, très, très concrète. On n'aura pas besoin de la lier artificiellement à un autre bien pour dire « Ah, la monnaie est plus liée. » Là, on l'a ancrée dans quelque chose, puis là, elle est vraiment concrète. Quand elle va avoir une utilité claire pour nous, puis qu'elle ne sera plus une version abstraite d'une économie dans la spéculation, puis dans la financiarisation, moi, je pense qu'on va trouver quelque chose qui la rend très, très concrète, et on n'aura pas besoin, il va falloir planter des arbres et faire moins de carbone, et faire moins de pétrole par ailleurs, là, j'ai pas de problème avec ces objectifs-là, mais je pense pas que la médiation de la monnaie soit nécessaire pour atteindre ces objectifs-là maintenant. On peut
on peut cependant se dire qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse. Et ça, il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir, notamment une monnaie, est-ce que, et je vous ouvrais quelques portes tantôt, Albert et Arnold, qui est un modèle que je connais bien, nous disent la monnaie que tu reçois pour ton travail, c'est ta monnaie personnelle. Tu peux la dépenser, mais quand tu la dépenses, elle disparaît. Tu ne la transfères pas à quelqu'un, comme c'est notre cas, notre monnaie à nous, on la transfère à quelqu'un, donc il la prend puis il peut l'accumuler parce qu'il nous a donné quelque chose. Mais eux autres, ils disent non, c'est un bon de consommation, une fois que tu l'as utilisé, bye bye. Ben, ça, c'est intéressant c'est inusité, ça nous surprend, mais c'est intéressant parce que ça permet justement de focaliser la monnaie sur un aspect, la consommation. Ça nous sert à avoir accès à des biens et ça nous permet de limiter la consommation et de ne pas générer des poches de monnaie à certains endroits qui feraient des consommations délirantes. En même temps, ça pose des problèmes. Tu veux peut-être vouloir échanger de la monnaie avec quelqu'un. Admettons que tu dis « Ah, mon ami a besoin de 20$, je veux lui donner 20$, c'est une fonction utile de la monnaie. Ben là, tu n'aurais pas cette fonction-là. Comment on peut venir à bout de ça? Je vous donne juste un exemple pour vous dire, avoir cette pensée-là sur la monnaie me semble plus riche que d'essayer de lier la monnaie à un bien qui va inévitablement vous poser problème. Pour moi, la monnaie, c'est juste une valeur d'échange. C'est presque l'équivalent d'une parole, la monnaie. C'est un signe. Et le signe, il est utile pour nous pour simplifier notre vie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas le cas dans le capitalisme, entendez-moi bien. Mais la monnaie comme absolue, ça ne peut être qu'un signe. Donc ça, je pense que c'est intéressant, beaucoup plus que de dire « Ah, là, on n'a plus d'arbres, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus faire des échanges. » C'est de lier une fonction des choses à une autre, alors que ce n'est pas nécessaire et que ça ne nous aidera pas. Est-il possible d'envisager une économie non anthropocentrée? Évidemment, non. C'est-à-dire que c'est des humains qui pensent l'économie. Fait que ça va être, c'est-à-dire que ça ne pourra qu'être anthropo-pensé. Ça ne pourra qu'être pensé par des humains parce que l'animal sur cette planète, qui est un animal intensément politique et intensément social, c'est l'être humain. Et il fait ça, un système économique. Les autres animaux, ils ne font pas ça, des systèmes économiques. Donc, c'est sûr que le système économique, il va être très, très humain. Est-ce que les humains ont la capacité de se décoller d'eux-mêmes pour penser à autre chose qu'eux? Oui, ils ont cette capacité-là, ce que peu d'autres animaux ont. Mais bon, passons sur ce dossier. Mais les êtres humains ont ça. Hein? Et on peut se servir de ça pour penser le système économique. Donc, je dirais, il va être anthropocentré au sens où il va être fait pour les humains, mais les humains peuvent peut-être se donner la responsabilité. Bookchin reprenait Fichte, je pense, qui dit que les humains, c'est la nature rendue consciente d'elle-même. Et je pense que c'est ce qu'on doit viser dans la construction d'un système économique. C'est d'avoir la capacité de dire, ce système-là, est-il destructeur? Est-il en harmonie avec les systèmes naturels qui sont autour de lui? Permet-il cette compréhension-là? Mais il ne faut pas se leurrer. Ça va être notre façon de penser, notre raison, nos idées qui vont le bâtir, le système économique. Ça, c'est certain. Après ça, on a de la capacité de distance. On peut en faire le meilleur usage possible pour arrêter de se penser le centre du monde. Et en ce sens-là, il serait moins anthropocentrique, centré sur l'humain, mais c'est surtout que les humains arrêteraient d'être mégalomanes. C'est surtout ça qui serait intéressant dans tout ça. Parce que c'est quand même pour nous qu'on fait un système économique. Les arbres, ils n'en ont pas besoin de système économique. Je termine avec une dernière question. A-t-on des exemples d'économie d'effondrement? Comment s'organise la production et la distribution dans ces cas? Pour l'instant, les modèles économiques ont l'air très centrés sur les humains. Ne devrait-il pas prendre en compte l'environnement et la nature? Bon, voilà. Il y a quand même une communauté d'esprit dans cette salle. Donc, a-t-on des exemples d'économie d'effondrement? Oui. Et en fait, c'est assez intéressant. Donc, il y a plusieurs pays, plusieurs économies qui ont vécu des situations d'effondrement presque complet. Et on a vu, dans ces moments-là, et il y a
un très beau livre dont je ne me rappelle ni du titre ni de l'auteur, mais qui recense des exemples d'économies où il y a eu des effondrements et qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'on voit naître, c'est des économies très axées sur le don, axées sur le partage, axées sur la solidarité et l'empathie des uns envers les autres. Donc, tout au contraire de l'anthropologie qu'on nous trace habituellement, où les êtres humains, une fois dans une situation de crise, c'est le chacun pour soi, tout le monde va se tirer dessus, c'est la guerre de tous contre tous, blablabla, bla, cette anthropologie dont le libéralisme fait ses choux gras, eh bien, l'empirie de la catastrophe nous pointe plutôt vers des humains. Je ne vous dis pas que c'est tout rose, là. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, puis qu'il n'y a pas de chicane, que tout va bien, c'est la catastrophe, mais tout le monde danse en chantant Kumbaya, c'est pas ça que je dis. Mais, néanmoins, on recense plutôt des gestes et des organisations économiques de solidarité où le premier souci est de faire attention aux plus faibles et de s'organiser pour combler les besoins de tout le monde. Mais c'est étrange et intéressant, me semble-t-il, parce que c'est exactement ce dont je vous parlais comme principe de base qu'on pourrait amener dans les systèmes dont je vous ai parlé. Donc, il y a quelque chose qui nous ressemble comme être humain à avoir ces réflexes-là dans l'économie, et c'est plutôt l'économie qu'on a bâtie qui nous a déformés à avoir des réflexes qui sont contre nos semblables et contre les plus faibles, et à oublier et à être suffisamment loin des gens qui ont des besoins pour se dire qu'en fait, ils n'existent pas, même si tous les jours, ils meurent et ils souffrent à cause des choix que nous faisons. Rapidement, sur la question des modèles qui sont là et de l'environnement, je pense que j'en ai pas mal parlé, mais je termine en disant, ça tombe bien, en disant, effectivement, ces modèles-là sont faibles du point de vue environnemental. On a du travail à faire pour les renforcer et surtout pour les rendre, pour ne pas faire du patchwork, donc pour les construire de façon intégrée sur une base où on intègre l'économie écologique, où on intègre des pensées d'harmonie avec les systèmes naturels. Donc, tout ça doit être intégré. À mon avis, ce n'est pas fait de façon satisfaisante en ce moment, et c'est pour ça que j'invite à un travail collectif. Je répète mon invitation en terminant. Ça ne peut pas se faire tout seul, un travail important comme celui de développer des modèles économiques, donc je vous invite soit à le faire avec d'autres, avec de vos amis et de penser, mais on est quelques-uns à se réunir autour de ce centre de recherche pour penser des modèles économiques alternatifs. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, la porte est ouverte et à bon entendeur. Salut. Merci beaucoup.